parmi les cas parmi plusieurs cas qui fait assez que la justice ne soit pas normale, il y a aussi les avocats qui sont impliqués. Oui. Il faut qu'il y ait un juge quand même entre le magistrat, les avocats, les justiciables. Si le ministre de la Justice apparaît comme un juge pour orienter les histoires, vous ne voyez pas que ça sera bien. Monsieur Moutamba est votre confrère. Est-ce que je me trompe? Non, non, vous ne vous trompez pas. Oui. Il sait très bien que il participait au complot d'une manière ou d'une autre. Le complot que vous-même vous savez que vous orchestrez avec le magistrat. Vous voyez, plusieurs personnes sont fatiguées de la façon dont les magistrats traitent leurs dossiers. Monsieur Boué, je vous dis la vérité et vous en connaissez quelque chose. Que le magistrat, dès que vous offrez les plusieurs francs, vous êtes les gagnants du dossier. Les dossiers qui battent les records sont les dossiers, les affaires foncières, les dossiers des parcelles, ça bat record. Dès que quelqu'un qui se présente avec beaucoup d'argent, et ça passe facilement. Mais celui qui a raison tombe. Et si vous êtes partisan de tout ça, vous, avocat, oui. Pour en revenir par exemple à un cas que j'ai vu le ministre Moutamba aborder, c'était le cas des mamans maraîchères à Matete, je crois, où le ministre a été leur redonner les terrains où elles font leur maraîchage parce qu'il y aurait eu des gens qui avaient acheté ces terrains-là. Vous savez, le maraîchage, ça arrive souvent, pas dans tous les cas. Dans certains cas, le maraîchage arrive comment? Une personne peut avoir acheté un terrain, il n'a pas les moyens de mettre ce terrain-là en valeur, tel que la loi le dit. Au bout de 2 ans, si tu ne mets pas ton terrain en valeur, l'autorité peut reprendre ce terrain-là, ok? Oui. La personne achète un terrain, elle n'a pas les moyens de mettre ce terrain en valeur et elle met par exemple un gardien pour veiller sur son terrain. Comme la plupart des temps, ces gardiens pour veiller sur le terrain, ce sont des gens de conditions modestes. Alors, ils n'ont pas les moyens pour vivre. Il fait un petit champ sur le terrain qu'il était censé garder. Alors, il commence à faire son champ-là, à vendre ses légumes qui viennent de ce terrain-là. Il le fait pendant les 2 ans. Ça s'écoule, ça fait 5 ans. Elle est toujours là en train de faire son champ. Ça fait 10 ans, elle est toujours là. Et puis un jour, celui qui avait acheté ce terrain-là lui dit, bon, j'ai les moyens pour construire des gages. Et la personne qui faisait son maraîchage là, qui faisait son champ, va dire, non, ce terrain ne t'appartient plus, ce terrain, il est à moi. Tu vois? Et c'est ce qui va emmener des problèmes du type, non, on veut nous arracher notre terrain à nous. Ce terrain est à nous. Mais si on demande à ces mamans maraîchères, donnez-nous les certificats d'enregistrement des terrains sur lesquels vous êtes en train de faire votre champ. Elles ne les ont pas. Aujourd'hui, elles sont en train de faire des marches de soutien à Moutamba. Nous sommes contents du ministre Moutamba et tout ça. Mais le jour où le mandat de Moutamba cessera, on reviendra leur poser la question. Donnez-nous les certificats d'enregistrement qui vous ont donné ces terrains. Vous voyez un peu? Oui. Donc les gens ne savent pas, ils sont trop sentimentaux au fait. Ils ne savent pas quelles seraient les implications juridiques d'acclamer une décision que le ministre de la Justice prend sur la place publique sans un acte juridique. Il n'a pas pris un décret, il n'a pas pris un arrêté pour vous redonner ce terrain-là. Vous êtes content, vous êtes en train de chanter.
Mais vous ne savez pas que ce ministre-là passera. Et on viendra vous demander les comptes. La Constitution est à part. Il n'y a que la volonté de celui qui a la force qui prime. Si vous comprenez ce que j'ai dit. Oui, oui. C'est comme ça. Même si on disait l'article 50, l'article 165, l'article, tout ce qu'on citera là, la volonté outrepasse les efforts de la Constitution, ou bien les prédits, ou bien tout ce qu'on aura dit dans la Constitution. La Constitution est toujours piétinée. Même pour moi, j'aimerais assez que tout le monde accepte que Constant Mutamba est comme un arbitre devant 3 équipes: justiciables, magistrats, avocats. Parce que ce que nous connaissons tous, si un avocat ne bouffe pas bien derrière son client, il collabore bien avec le magistrat, pourvu que de l'autre côté qu'on offre plusieurs francs pour que lui aussi se retrouve. Des fois, les avocats pistonnent même certains dossiers de leurs clients pourvu que les magistrats puissent sortir une pièce de procédure pourvu afin que son client puisse donner quelque chose. Nous partons du principe des institutions, de la Constitution et de la séparation des pouvoirs. Pouvoir législatif qui fait des lois, pouvoir judiciaire qui fait appliquer ces lois et sanctionne tous ceux qui ne veulent pas respecter ces lois, pouvoir exécutif qui s'occupe de la politique, de la gestion de tout le pays au travers du président de la République et du gouvernement pour gérer toute la nation, gérer l'administration, gérer l'armée. On part du principe que ces gens-là, il y a 3 pouvoirs séparés. De ce principe-là, si vous voulez emmener quelqu'un qui est d'un autre pouvoir vers un autre pouvoir pour qu'il vienne sanctionner, ça serait d'abord violer ce principe-là de la séparation des pouvoirs. Parce que il est de principe que, je pense c'était Montesquieu disait, toute personne qui a le pouvoir a tendance à chercher à en abuser. Et pour le stopper, pour qu'il ne puisse pas abuser de son pouvoir, il faut qu'un autre pouvoir vienne l'arrêter. Même le président de la République, s'il abuse de son pouvoir, il fait de la trahison et tout ça, il y a un mécanisme au travers du Parlement, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour demander sa destitution. Alors, si les magistrats abusent, quel est ce pouvoir qui va au moins l'orienter, donc les recadrer? D'accord, voilà là où je voulais aussi en venir. Parce que vous aviez dit tout à l'heure qu'il fallait que Constant Mutamba soit l'arbitre entre les citoyens, les magistrats et les avocats. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. C'est pourquoi je vous pose cette question, maître. Oui, oui. Maître, parce que il est prévu que celui qui doit discipliner les magistrats, ok, celui qui doit discipliner les magistrats, c'est le Conseil supérieur de la magistrature, qui est aussi composé des magistrats. Maître, pardon. Oui. C'est toujours les magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est toujours ce sont des magistrats. Les magistrats. C'est pourquoi je vous pose cette question-là. Si un magistrat, donc les blocs des magistrats, en commençant par la Cour constitutionnelle, on descend. Les blocs des magistrats tombent en abus. Qui doit les recadrer? Très bien. Si le bloc de magistrats tombe en abus, celui qui doit les sanctionner, je l'avais dit et je le répète encore, c'est le président de la République qui les a nommés. C'est lui qui peut aussi les révoquer. Okay. Mouzé Kabila l'a fait, Mobutu l'avait fait,
Joseph Kabila l'avait fait, nous attendons que Félix Tshisekedi le fasse. Il a dit que la justice est malade, alors il n'a qu'à révoquer les magistrats qui sont en train d'emmener la maladie dans cette justice. Ok, mais... Celui qui doit sanctionner les avocats, c'est le bâtonnier, qui est aussi un avocat. Là jusqu'à présent, les avocats, selon moi, s'ils trouvent une résistance devant les magistrats, les bâtonniers, donc les avocats, ne feront que la loi. Ne feront que l'application de la loi. Mais si un magistrat est abuseur, si on peut dire ça, mais le président de la République, est-ce qu'il ne peut pas prendre le conseil du ministre de la Justice, comme nous avons déjà un professionnel donc au ministère de la Justice? Parce Très bien. En parler en conseil des ministres. Oui. Voilà. Il peut lui exactement, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Il a la possibilité, lui en tant que ministre de la Justice, il a la possibilité de commencer à envoyer les rapports de ce qu'il observe dans la justice, d'envoyer ces rapports auprès de la première ministre, auprès de la Cour constitutionnelle, du Conseil supérieur de la magistrature et auprès de la présidence. C'est-à-dire, il remarque un fait infractionnel dans le fonctionnement de la justice, il fait son rapport. Et il dit, bon voilà, vous, Conseil supérieur de la magistrature, qui étiez censé sanctionner tel magistrat qui est en train de faire de la corruption, moi j'ai observé ceci, il demande à la Cour de cassation, je vous donne injonction de mener des enquêtes. Enquêtez-moi sur cette affaire. Il fait son rapport à la première ministre aussi, c'est-à-dire à celui qui doit aussi, celui qui est au-dessus du gouvernement, et il fait son rapport auprès du président de la République à travers le conseiller spécial du président de la République en matière de justice. Parce que c'est le président de la République qui s'est plaint de la maladie de l'appareil judiciaire. C'est lui qui s'est plaint. Il faut alors que des rapports lui soient emmenés. Si le ministre de la Justice fait ces 3 rapports à ces 3 autorités, vous allez même remarquer que la réunion qui avait eu lieu dernièrement, la réunion interinstitutionnelle, le président de la République était réuni avec qui? Il était en réunion avec le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle et la première ministre. Imaginez que si Constant Moutamba a envoyé ses rapports auprès de la première ministre, auprès du Conseil supérieur de la magistrature, c'est-à-dire le président de la Cour constitutionnelle qui est le numéro 1 du Conseil supérieur, et qui sont au courant du problème, et qu'il y avait aussi eu un rapport envoyé directement au président de la République, si le président de la Cour constitutionnelle ne parle pas de ce problème auprès du président de la République pour demander la révocation d'un magistrat véreux, c'est la première ministre qui en parlera. Si elle ne le fait pas, c'est le conseiller spécial du président en matière de justice qui en parlera au président. C'est vrai qu'il a ce pouvoir-là d'inquiéter ces gens, mais lui, il est en train de vouloir le faire comme si c'était lui qui pouvait le faire. C'est pas lui qui peut le faire. Celui qui doit révoquer les magistrats, c'est le président de la République. Le président de la République n'a qu'à dire: Moutamba, donne-moi ton rapport par rapport au magistrat que tu as trouvé véreux. Conseil supérieur de la magistrature, donnez-moi la liste de tous les magistrats véreux. Madame la première ministre, qui sont les magistrats qu'on a accusés aussi de votre côté? Emmenez-moi tous ces rapports-là. On voit les noms, on enquête et on les révoque. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Oui. Maître, jusqu'à présent, quel est ce magistrat que Constant Moutamba a déjà envoyé en prison? Mais je l'ai entendu dire dans une vidéo. D'ailleurs, je pense que c'était Kalmos qui venait de l'évoquer. Lui-même, d'abord, c'est lui qui l'a dit. Il y avait un réseau mafieux qui m'a proposé de l'argent et tout ça. Et l'une de ces personnes, il est dans ce bureau et tout ça. J'ai fait arrêter cette personne. Il l'a dit.
Bon, il n'a pas dit que cette personne était magistrat. Bon, il n'a pas dit que cette personne était magistrat. Il n'a pas dit ça, oui. Oui, j'ai cette petite vidéo-là. D'accord, mais son ministre, son adjoint a bien dit après l'incident à la prison que le problème, c'était les magistrats. Il suffit que dans votre famille, qui est magistrat, vous pouvez facilement envoyer quelqu'un dans la prison. Et si ils ont dit que c'est les magistrats qui font ça, parce que le ministre est étonné de voir qu'il y a une prison remplie déjà, mais c'est chaque semaine le magistrat renvoie des gens. Et si vous arrivez, les gens que le dossier sont vides, vous comprenez? Les dossiers sont vides. Les choses qu'on pouvait, c'est ce qui se plaint. Les choses qui pouvaient rester dans les quartiers où c'est pas. Mais qui ramènent quelqu'un dans la prison parce qu'il n'avait pas seulement l'argent à ce qu'ils avaient demandé. Ils ont accusé le magistrat, c'était à cause de ça. Il a dit qu'il y a des surnombres dans la prison. C'est pourquoi le vice-ministre de la Justice, c'est le magistrat. Parce qu'ils envoient les gens, donc, je ne sais pas moi, le roi Bangoulou dans la prison. Et il s'en fout. Un dossier, là-bas dans la prison, il s'est retrouvé. Maintenant, il faut faire un tour à la prison de Makala, vous allez regretter. Il y en a des gens qui ont des problèmes qu'on peut minimiser. Le moindre des problèmes, mais qui les amènent en prison. Je suis sûr aussi que il respectera les limites de chaque pouvoir. Je suis sûr. Il n'est pas ignorant de la loi. Il sait qu'il est en train de faire. Parce que les abus ne sont pas seulement du côté magistrat. Vous voyez, il y a de ces institutions-là qui collaborent avec les magistrats. Imaginez-vous, un coup de téléphone, arrêtez telle personne. Il n'y a pas la traçabilité du plaignant. Vous voyez. Mais avec Constant Moutamba, il fait peur à tous ceux qui donnent des injonctions. Parce que dès qu'il commence à la prison, on dit que tel dossier, c'est avec tel magistrat. On remonte au magistrat. Le magistrat, comment la personne est là, en prison, sans jugement, sans condamnation? D'incarcération. Pour votre information, plus de 85% des détenus dans nos prisons sont des prévenus. Plus de 85%. Et ils y passent comme ça des années et des années. Donc, les désengorgements massifs que vous voyez, qui frisent parfois les scandales, sont dus entre autres à la situation chaotique que nous avons trouvée seulement au niveau du système carcéral. Dans quel cas on peut arrêter, on peut envoyer un citoyen en prison? Je dis bien en prison. Dans quel cas? Combien de temps faut-il prendre entre l'instruction préjuridictionnelle et la fixation de l'affaire devant le juge naturel? Combien de temps le juge doit prendre pour pouvoir prononcer sa décision? C'est toutes ces questions qui nécessitent en réalité des réflexions approfondies de notre part en tant qu'intervenants et acteurs du système. Vous voyez, le magistrat a peur. Est-ce que je dois citer l'autorité qui m'a donné cette injonction? Vous voyez? Et c'est l'autorité ayant le pouvoir sur ce magistrat qui avait donné l'injonction, qui se sent aussi en danger et qui commence à attaquer d'une manière ou d'une autre Moutamba. Oui. Par votre live, moi j'aimerais dire qu'on laisse Constant Moutamba faire son travail à sa manière. Nous sommes, je ne sais pas, à deux mois et demi, hein? 2 mois et demi de son entrée en fonction, qu'on lui laisse d'abord faire son travail de sa manière. Après même 2 ans,
on va les juger. Même s'il doit payer de sa vie. Je suis sûr qu'il est déterminé. C'est un avocat. Vous, les avocats, vous êtes toujours déterminés dès que vous faites votre travail. Et vous courez beaucoup de risques. On vous félicite pour ça. En tout cas, c'est ce que moi j'aimerais dire. Je vais te donner l'exemple de quelques avocats heureux que moi j'ai vécu. Ok. Je peux te dire que je connais des avocats qui prennent des dossiers de clients. Un avocat, au fait, sa mission principale est de défendre les intérêts de son client. Mais je connais des avocats, ils peuvent être en contentieux avec une partie adverse, c'est-à-dire il y a deux parties qui sont en contentieux et que la partie adverse aussi a son avocat. Je connais des avocats de la partie A qui est censé défendre les intérêts de la partie A, mais qui se mettent ensemble, se mettent de connivence, d'accord, avec l'avocat de la partie B, ok? Lui, il est censé défendre les intérêts de son client A. Il va s'entendre avec l'avocat de la partie B pour que l'avocat de la partie B puisse accuser son client à lui, dont lui, il est censé défendre les intérêts. Pourquoi? Parce que l'avocat a des informations, l'avocat de la partie A a des informations que l'avocat de la partie B n'a pas. Je connais des avocats qui font ça. C'est-à-dire, je suis avocat de A qui est un millionnaire, il me parle, il m'ouvre son cœur, il me dit tout sur lui. Et comme je connais les failles de mon client, je vais auprès de l'avocat de la partie B. Je lui dis toutes les faiblesses de mon client A. Je lui donne les éléments par lesquels l'avocat de la partie B va attaquer mon client, parce que mon client, c'est un millionnaire. Et je viendrai dire à mon client, bon, tu vois, dans ce cas, si nous ne pouvons pas gagner, payons. Et lorsque mon client sort de l'argent, je vais auprès de l'avocat de la partie B, nous partageons cet argent-là. Je connais des avocats qui font ça. Vous voyez à quel point il n'y a pas que les magistrats qui sont un problème. Je connais des avocats qui sont incapables de mener un dossier de manière juridique seulement, avec des arguments juridiques. Eux, ils ne vont au parquet que pour faire des arrangements à l'amiable, moyennant de l'argent. Non, procureur, bon, tu vois, pour ce dossier-là, nous avons autant. Et ce n'est pas le procureur forcément qui a demandé, c'est l'avocat qui vient lui proposer que donc pour ce dossier-là, nous voulons que vous puissiez taire ça, voilà, nous avons ceci. Les avocats aussi sont très compromis, très compromis. Ils se servent de l'ignorance de leurs clients, pour plus savoir de l'argent. Moi, je connais un avocat à qui j'avais donné un dossier, un confrère. Je lui ai donné un dossier de défendre une femme qui était malade, et elle était veuve d'ailleurs, elle était malade et veuve. Elle s'était fait escroquer par des jeunes avec qui elle devait ouvrir une ONG locale. Ces jeunes-là, du fait que la dame était malade et veuve et qu'elle ne pouvait pas vraiment les contrôler, ont détourné tous les fonds de l'ONG. Elle est venue me parler de son cas, mais comme j'avais des relations personnelles avec la dame, je n'ai pas voulu la défendre parce que notre code de déontologie nous interdit de défendre des gens avec lesquels nous avons des relations personnelles. J'ai donné le dossier à un confrère. Il est allé déposer la plainte jusqu'à ce que la plainte n'ait même pas arrivé au niveau du tribunal, ça s'est arrangé au niveau du parquet. On a arrêté ces jeunes-là qui avaient détourné l'argent de la dame. On a exigé à ces jeunes de restituer tout l'argent à la dame. Les jeunes ont restitué tout l'argent à la dame. Et vous savez ce que l'avocat a fait?
il a donné à la dame une note d'honoraire qui était au-delà de la somme qu'on lui a payée. C'est-à-dire, si ces jeunes-là lui ont restitué 5 000 $, l'avocat a demandé pour son travail qu'il a fait pour cette dame 7 000 $. C'est-à-dire, tout l'argent qu'on a restitué à la dame, c'est l'avocat qui a pris. Et en plus, il continuait à poursuivre la dame pour qu'il lui ajoute les 2 000 $. Quand la dame n'avait pas les moyens, il a demandé à la dame, parce que la dame avait une maison, il a demandé à cette dame, bon, comme tu n'as pas les moyens de me payer les 2 000 restants, je vais utiliser ta maison, je vais habiter dans ta maison autant de mois qui vont correspondre aux 2 000 $ que tu me dois. C'est quand la dame est venue me parler de tout ça que j'ai dit à ce confrère, non seulement, parce que la dame lui avait déjà payé une partie de cette somme, non seulement tu as pris tout l'argent de cette dame, mais tu lui demandes encore de l'argent en plus. Moi, je lui ai demandé de ne pas te payer. J'ai dit à ce confrère, j'ai demandé à cette dame, c'est moi qui lui ai donné l'ordre de ne pas te payer. Il m'a dit, bon d'accord, je vais me retourner contre toi. Effectivement, puisque si vous interdisez à quelqu'un de payer une somme qui lui est due, c'est-à-dire c'est à vous qui avez interdit le paiement de cette somme, on va se retourner contre vous. J'ai dit à ce confrère, va m'accuser. On va régler cette affaire en justice. Et il n'y est jamais parti. Vous voyez, parce que dans la loi qui établit nos honoraires à nous, les avocats, il y a l'article 3 de cette loi qui dit, même s'il y a déjà un tableau des montants que les clients doivent nous payer, mais l'article 3 de cette loi-là dit que nous devons tenir compte aussi de la capacité financière du client que nous défendons avant d'établir nos honoraires. Tu ne peux pas demander des millions à quelqu'un qui ne gagne que des centaines. Vous voyez comment nous, les avocats aussi, nous sommes compromis. Et je vous dis, j'ai des exemples, des cas des avocats véreux comme ça. On peut passer toute la nuit où je vais vous raconter des histoires des avocats véreux. Moi, je ne conseille plus jamais à un client qui a des difficultés à trouver un avocat que je puisse donner un dossier à un confrère. Je ne le fais plus. Je dis toujours aux clients, débrouillez-vous. Puisque si je vous conseille quelqu'un qui vous déçoit, vous allez vous retourner contre moi qui conseille cette personne-là. Donc, la justice est vraiment malade. Et je soutiens l'action du ministre de la Justice, mais je voudrais que le président de la République l'aide dans son travail. Parce que c'est le président de la République qui nomme les magistrats, c'est lui qui peut les révoquer. Je voudrais vraiment que le président de la République l'aide. Je voudrais que les bâtonniers puissent l'aider. Ceux qui doivent sanctionner les avocats, qu'ils puissent l'aider. Je voudrais que le Conseil supérieur de la magistrature puisse lui prêter main forte et l'aider aussi dans son travail. Comme ça, au moins, il réussira. Oui, bon. En tout cas, nous sommes des mêmes avis, je pense, maître. Ouais. Nous sommes des mêmes avis parce que on en a déjà vécu de vos confrères comme ça. Ils sont nombreux. Donc, mais si les magistrats se mettaient seulement à sa place, en disant que maître, moi je ne suis pas comme ça. Votre client va payer 300 $ au lieu de ces 2500 que vous venez de me conseiller. Il faut qu'il paye. En plus de ça, il va payer à la banque. Là aussi, c'est un problème, vous savez aussi que cette affaire-là aussi de paiement des frais de justice à la banque, c'est un problème sérieux. Le ministre est passé le dire que à partir d'aujourd'hui, il voudrait que les gens payent à la banque sans consulter les autres institutions qui sont impliquées dans le processus de ce paiement-là. Parce que les frais à payer à la justice sont établis par un arrêté qui est interministériel. Il y a plusieurs ministères qui sont concernés par cet arrêté-là. Il n'y a pas qu'un seul ministre qui peut venir donner la procédure par laquelle cet arrêté-là doit être pratiqué, exécuté. Il faut qu'il consulte ses collègues ministres et qu'il puisse se mettre d'accord. Est-ce qu'il faut afficher
Et la liste de quoi? Des amendes, tout ça, tout ça. Est-ce qu'il faut vulgariser cette liste-là à la télé pourvu que chaque personne... Non, mais c'est public, c'est un arrêté qui est public. C'est un arrêté qui est public de tous les montants qui doivent se payer, c'est public. Maître, c'est public parce que vous êtes avocat, non? Selon vous, c'est public. Allez demander seulement aux membres de votre famille. Est-ce que vous avez l'arrêté là? Ils vous diront que non, non, non. En tout cas, nous, on n'a jamais entendu ça. C'est arbitraire. À la cour d'appel de Bukavu, c'est même affiché sur les valves de la cour d'appel. L'arrêté est là avec tous les montants qui doivent être payés. Oui. Il n'y a pas seulement cette cour-là qui est en République démocratique du Congo. Nous, on est en Lubumbashi. Vous voyez? Oui. Donc à Kinshasa, c'est la capitale. Il faut qu'on affiche, il faut qu'on vulgarise ça. La RTNC, ça doit passer à la RTNC. On peut même commencer à faire passer ça chaque matin, chaque soir, chaque midi. Vous voyez? D'accord, je vais me charger. Je ferai une vidéo sur mon compte où je publierai tous les montants à payer à la justice. Je vais faire ça. Et ça sera quand même bien. Tous ceux-là qui vont commencer à passer dans votre compte TikTok vont commencer à retrouver ça. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Merci Emmanuel, merci Papa Shannon, merci à tous ceux qui ont été dans les commentaires, tous ceux qui nous suivent hors commentaires et hors intervention, les 25 personnes qui sont avec nous là, merci aux 1300 j'aime et bonne soirée pour aujourd'hui. Moi, je l'ai déjà dit, si nous voulons guérir la justice congolaise, c'est comme Emmanuel aussi le disait tout à l'heure, il faut que le président de la République puisse soutenir le ministre de la Justice et le protéger, et que le président de la République puisse prendre ses responsabilités, puisque c'est lui qui nomme les magistrats, qu'il puisse aussi révoquer ceux qui sont mafieux. Que le Conseil supérieur de la magistrature ait le courage de ne pas protéger les magistrats mafieux parce qu'ils les connaissent. Ils ont sur leur table les dossiers des magistrats qui ont été accusés parce qu'ils étaient compromis, quoique bon, il y a des accusations aussi quelquefois qui sont des fausses accusations. Que le Conseil supérieur de la magistrature mette à la disposition du président de la République la liste des magistrats véreux pour que le président de la République puisse les révoquer. Aux bâtonniers de tous les barreaux, nous demandons à ce que vous puissiez être sévères et radier tous les avocats véreux qui sont en train de se servir de l'ignorance de leurs clients pour se servir d'eux et les exploiter financièrement. En ce qui concerne la population congolaise, je vous félicite et vous remercie de votre soutien que vous manifestez pour l'action du ministre de la Justice. Nous ne sommes pas là seulement pour nous plaindre de nos politiciens. Quand ils font aussi des bonnes choses, nous devons aussi les soutenir. Pour en finir avec un message direct au ministre de la Justice, je voudrais qu'il puisse de plus en plus être humble, mettre de l'eau dans son vin, savoir que les institutions travaillent en collaboration et qu'il puisse toujours veiller à faire les choses dans le cadre de la collaboration entre les institutions et qu'il ne puisse pas faire des promesses à la population qui, sur le terrain, de fait, ne seront jamais réalisées. Et là, vous finirez par décevoir la population qui risquera de vous vomir. Ça ne sera pas bon. Nous attendons beaucoup de vous. Nous voulons voir la justice être guérie. Même nous, les avocats, nous sommes fatigués d'une justice qui est malade, qui n'est pas juste, qui est malhonnête. Et ça ne nous aide pas, au fait. Ça ne nous aide vraiment pas de voir que nous sommes en train d'étudier autre chose à l'école, mais sur le terrain, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment différent de tout ce qu'on nous apprend à l'école. Et là, je suis vraiment en train d'attendre que le ministre de la Justice puisse travailler de collaboration, en pleine collaboration avec les institutions pour vraiment aider notre justice. Nous espérons que lors des états généraux de la justice qui vont se tenir bientôt, il a demandé qu'il y ait des états généraux de la justice pour que toutes les parties prenantes,
les magistrats, la société civile, les avocats, toutes les parties prenantes qui sont concernées dans l'appareil judiciaire et dans la justice congolaise puissent se mettre tout autour d'une table, et les ONG, les organisations des droits de l'homme, pour faire des propositions par rapport à l'amélioration de la justice congolaise. Nous attendons cette table ronde des États généraux. Nous voulons voir ce qui sera proposé et que le Parlement nous aide à adopter et à faire appliquer les lois qui seront proposées lors des États généraux sur la justice congolaise. C'était donc le live d'aujourd'hui. Nous avons eu des propositions de sujets. Nous vous préviendrons pour les prochains lives au travers de tous ceux qui seront abonnés à notre compte. Vous recevrez des notifications pour les prochains lives. Celui-ci, nous allons faire un montage. Les moments forts, nous allons en faire une vidéo que nous allons publier sur notre compte. Merci beaucoup pour votre participation, pour votre présence. Merci pour vos likes. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Et c'est le Congo qui gagne.